Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'École de commerce de Lyon. Nous avons le plaisir d'accueillir ce jour Thierry Braillard pour son nouveau roman, Le Dilemme national. Alors cet ancien ministre de la République française, avocat par ailleurs, s'initie à un nouveau genre, à un nouveau métier, celui d'écrivain. Et il a choisi pour cela un roman d'actualité. Et il va nous expliquer ce chemin d'écrivain qu'il entame aujourd'hui. Et ensuite, une dédicace sera offerte au public qui sera venu ce jour. Bienvenue à tous, bienvenue Thierry Braillard, la parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je vais tout d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Thierry Braillard, je suis avocat à Lyon et à un moment donné, entre 2012 et 2014, je suis devenu député et de 2014 à 2017, j'ai été au gouvernement en charge des sports en plus de 3 ans. J'ai aussi eu l'idée à un moment donné de me mettre à la rédaction d'un roman. C'est pas chose simple, pas chose facile, et puis on se dit pourquoi, il y a tellement de choses à faire dans la vie, pourquoi d'un seul coup se mettre à l'écriture et écrire un roman? C'est certainement parce que, et maintenant que je l'ai fait, je me rends compte ce qu'est être un artiste, c'est qu'on a besoin, dans son inconscient souvent, d'exprimer quelque chose, et on veut exprimer quelque chose. Et moi, je suis parti d'un principe qui m'est très cher, qui est la lutte contre le racisme. Et donc, je me suis dit, il faut écrire un roman avec comme thème principal, parce que c'est quelque chose que tu as en toi depuis des années, la lutte contre le racisme. Et donc, je me suis mis à l'écriture d'un roman qui est sorti en août 2020, donc en période entre 2 confinements, on va dire ça comme ça, et que vous avez là, qui s'appelle Le Dilemme national, et qui est l'objet de ma présence ici parmi vous aujourd'hui. Dans la vie, il faut arrêter un moment de parler. Fais. Et tu n'es pas capable de faire, donc arrête d'en parler. Donc j'ai arrêté d'en parler. Et j'ai eu une deuxième idée qui m'est venue, et là par contre, j'ai arrêté d'en parler, sauf un jour où, dans une rencontre tout à fait impromptue et fortuite, à Paris, en février 2019, je rencontre un garçon que j'avais connu à Lyon, qui est journaliste au Monde aujourd'hui, grand reporter, et qui avait commencé dans le magazine lyonnais Lyon Capitale, et qui m'avait interrogé, parce que j'avais été élu à Lyon. J'étais un de ses premières personnes qu'il avait interrogé, donc il avait un très bon souvenir de moi, puis on s'était revus, et on s'appréciait beaucoup. Et puis, dans une discussion, alors qu'est-ce que tu deviens? Bah, ça y est, j'étais au supplément radio-tv du Monde, je deviens grand reporter. Et avant, bon, j'ai aussi été chez Gallimard, j'ai fait la sélection des romans. J'ai dit, ah, ça tombe bien, j'ai une idée de roman. Ah bon? Et je lui fais le pitch. Et ce qui est très drôle, c'est que s'il était là, il vous dirait que le pitch, c'est exactement ce qui a été écrit. Donc, j'ai rien changé. Et là, il me dit, mais t'es un crétin? Écris-le. Voilà. Souvent dans la vie, vous verrez, dans votre vie, il suffit qu'il y ait quelqu'un que vous rencontrez, proche ou pas proche, qui appuie sur un bouton, et dans votre conscience, ça connecte, et boum! Je suis rentré, à partir du lendemain, j'ai commencé la rédaction, et j'avais l'impression parfois qu'on me tenait le stylo. Donc j'ai terminé la première version, et là, très fier de moi, mon histoire, elle avait lieu. Et en fin de compte, il y a 2 choses après. Il y a l'histoire et il y a l'écriture. Et là, donc, je connaissais 2-3 personnes. Et quand on écrit un roman, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on l'écrit que le roman, tout de suite, il est publié. Il va y avoir souvent des relectures. Soit des relectures que vous vous imposez vous-même, soit des relectures qui sont imposées par votre éditeur. Qui va dire non, ça, il faut réécrire, il faut revoir. Et donc, moi j'ai fait une première relecture. On m'a dit qu'il y avait des passages qui étaient écrits comme des conclusions d'avocat. Donc il fallait mettre un peu plus de romantisme dans l'écriture. Je me suis fait aider par une personne, une amie qui a corrigé des romans, qui m'a reformaté des passages plus romanesques. Suite à cela, il y a eu 2-3 endroits qui étaient excessifs, donc il a fallu que je reformate. Parce que c'est un roman c'est une œuvre qui vous appartient. Moi, je ne comprends pas, entre parenthèses, ce qu'on appelle
les gars qui ont sorti des romans avec ce qu'on appelle un nègre, c'est-à-dire quelqu'un qui a écrit le roman pour lui. Ça, j'arrive pas à comprendre. Un roman, c'est comme un tableau, c'est comme une sculpture, c'est comme une chanson, c'est une œuvre. C'est une œuvre qui vous appartient. Moi, je suis là devant vous, je pourrais en parler des heures parce que c'est une œuvre qui m'appartient. Je ne pourrais pas vous en parler des heures si c'est quelqu'un qui l'a écrit pour moi. Et donc, mon roman part d'une commune du département de l'Ain, que votre directeur connaît, qui s'appelle Saint-Trivier-sur-Moignan. Donc Saint-Trivier-sur-Moignan, c'est une bourgade de quelques milliers d'habitants, département de l'Ain, qui est à une trentaine de kilomètres de Villefranche-sur-Saône. Et le point de départ de ma réflexion, c'est que cette bourgade, lorsqu'il y a des élections présidentielles par exemple, ou élections régionales, ou élections européennes, la liste du Front National fait 40%. Il n'y a pas de tour. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'Arabes et de Blacks. Et le Front National fait 40%. Donc, ça m'a amené à me dire pourquoi. Pourquoi il y a cette situation et pourquoi ces gens votent Front National. Ils votent Front National parce qu'ils se sentent exclus. Exclus de la société. Ils pensent qu'on les a mis de côté. Que l'État, les services publics, ne s'occupe pas d'eux. Que ne fait rien pour eux. Que ne les aide pas. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes profitent des aides sociales. Pas eux. Parce que souvent, ils travaillent. Ils sont rémunérés avec un niveau de rémunération qui est assez faible, enfin, qui est lié à l'organisation des rémunérations dans ce pays, c'est-à-dire qu'avec un salaire minimum interprofessionnel, le SMIC, et donc souvent, on a ce salaire, voire un peu plus. Et donc, on est dans ces zones pavillonnaires où c'est métro ou bus, souvent, boulot, dodo, parce qu'on n'a pas les moyens du reste. Cette France-là, elle existe et ça a été le point de départ de ce roman, Le Dilemme national. Donc, mon héroïne, elle travaille à temps partiel. Tout le monde n'a pas des CDI, alors elle en a un, elle. Il y en a qui ont parfois des contrats à durée déterminée. Vous savez la différence, hein, contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée. Contrat à durée déterminée, on ne sait pas trop ce que l'avenir sera fait. Et il y en a aussi beaucoup dans notre pays aujourd'hui qui vivent de l'intérim, avec des missions d'intérim. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que ça laisse une sorte de liberté, c'est pas bien parce qu'on n'inscrit pas son travail dans le temps. Donc elle est en contrat à durée indéterminée, à temps partiel, et elle a un revenu de 1 290 € par mois. 1 290 € par mois. Une fois qu'elle a payé son loyer, même si c'est à Saint-Trivier-sur-Moignan, et il faut que ça soit à Saint-Trivier-sur-Moignan, parce que je pense qu'elle n'aurait pas les moyens de se payer un loyer au cœur de Villefranche-sur-Saône, et pourtant Villefranche-sur-Saône, ce n'est pas la commune, si vous faites la liste des communes les plus chères en France, on en est loin, mais quand même. Donc une fois qu'elle a payé son loyer, eh ben, il lui reste son budget pour le mois. Et donc ce budget pour le mois fait qu'elle n'a pas grand-chose à faire pour, une fois qu'elle a son téléphone portable, son abonnement portable, qu'elle a payé quand même l'eau, le gaz, l'électricité, ce genre de dépenses, il ne lui reste pas grand-chose pour s'habiller. Elle aime être coquette, mais tout ça a un coût. Et puis derrière, si elle a envie de se faire des restos, ben, vous me direz en période de Covid, c'est limité, mais autrement, si elle a envie de se faire des restos et des sorties, tout ça, elle est obligée de regarder. C'est la situation de ce Christophe Guilly, dans son livre toujours, parle d'une France silencieuse. Une France qui ne parle pas parce qu'elle subit. Et donc, Mathilde, mon héroïne, subit. Vous me rajoutez que quand on est dans une spirale comme celle-ci, elle ne va pas faire les rencontres qu'il faut. Elle a un mec qui ne se comporte pas bien avec elle.
Ses parents ont des soucis de santé et elle se retrouve souvent seule le soir chez elle après sa journée de travail, avec comme seule distraction la télévision, voire une revue si elle a pu avoir une revue, et c'est son quotidien. Voilà. Et cette Mathilde va avoir une vie sociale grâce à son amie qui est Julie, qu'elle a connue au lycée, parce qu'elle a quand même fait des études, Mathilde. C'est pas une gnangnan. Elle a fait des études, elle a été jusqu'au bac. Après, bon, c'était un peu galère. Mais elle va rencontrer cette amie Julie, et Julie va lui permettre d'avoir une vie sociale. Parce que quand vous êtes dans cette situation-là, quand vous vivez des galères comme elle vit, le plus grave, c'est que vous n'avez plus de vie sociale. C'est-à-dire que vous ne voyez plus les gens. Vous ne voyez plus les gens parce que vous n'êtes pas invité et vous ne sortez plus. Et vous rentrez dans une sorte de spirale où, quelque part, vous ne sortez plus, vous n'avez plus envie de vous apprêter, vous n'avez pas envie de séduire, et c'est une spirale un peu infernale qui vous amène dans un repli sur soi. Et Mathilde, elle arrive à se replier sur soi, sauf que, grâce à Julie, elle a invité quelques dimanches dans des repas auprès d'amis de Julie qui sont dans le département de l'Ain, qui est un département un peu bourgeois, mais bourgeois rural, pas que. Mais bon, il y a des gens qui ont une petite réussite professionnelle, qui ont leur maison, parce qu'on est vraiment dans un département très rural. On n'est pas dans la grande bourgeoisie, hein, loin s'en faut. Mais elle apprécie d'être invitée à des soirées, et un jour, elle va rencontrer une personnalité, grâce à Julie, où elle est invitée à un week-end, et ce garçon va tout de suite lui dire « mais je sais exactement quelle est ta situation, tu travailles, tu en baves, tu n'as pas d'aide. Alors qu'à côté, il y a des gens qui ne travaillent pas, qui ont plein d'aides et qui profitent du système alors que toi, tu n'en profites pas. Faut arrêter ça. Faut dire stop. Notre pays n'est pas fait pour aider les feignants et sanctionner les gens qui travaillent. » C'est un discours, quand on n'a pas de culture politique, quand on ne réfléchit pas beaucoup, c'est un discours qu'on peut prendre, comme disait ma grand-mère, comme argent comptant. On peut se dire, bah oui, finalement, pourquoi on donne des aides à ceux-là là, qui viennent, et d'ailleurs pourquoi ils viennent, et en plus ils prennent notre argent, alors que moi, je suis là et j'ai pas d'aide et j'arrive pas à joindre les deux bouts. Donc ce garçon plus son ami de lycée vont entraîner Mathilde dans des réunions d'un parti politique qui s'appelle le Rassemblement national. Et donc elle va commencer à assister à une réunion où on lui dit « mais bien sûr, mais tu te rends compte, c'est un scandale que tu n'arrives pas à t'en sortir avec tous les efforts que tu fais, c'est pas normal, regarde à côté, regarde un peu ceux qui en profitent et qui profitent du système. » Donc Mathilde, qui n'a pas de culture politique, elle a arrêté ses études après le bac et puis elle n'a jamais été intéressée par cela, on lui donne à lire le livre de Marine Le Pen. Alors en lui donnant ce livre, c'est un peu comme si moi on me donnait un paddle pour tout de suite aller sur la Saône et aller faire du paddle. Je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas comment faire. Et donc c'est un peu un autre monde pour elle. Mais elle va quand même accepter, parce qu'on lui dit d'y aller. On la force à y aller un peu. Et il ne faut pas forcer beaucoup Mathilde, hein. Elle y va, parce qu'elle n'a pas de vie sociale. Si elle ne va pas là, elle ne voit personne, elle est chez elle, seule devant sa télévision. Puisque son mec s'est cassé dans les circonstances que je vous laisserai, si vous lisez le roman, découvrir.